Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 2 mars 2022 au soir. Je viens d'écouter à l'instant l'intervention de M. Macron sur l'Ukraine. Honnêtement, je pensais qu'il en profiterait quand même pour faire une petite surprise et pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, parce que maintenant il n'a plus que 48 heures pratiquement pour l'annoncer. Légalement, il n'en a rien été. Alors on a vu quoi? On a vu un truc très habituel en définitive, c'est-à-dire M. Macron donnant dans l'hyperbole, dans l'emphase, dans un discours très théâtral, dont on voit bien qu'il est tellement écrit et travaillé qu'en fait, il n'en pense pas un mot. On voit aussi, une des choses qui m'a frappé en premier, c'est de voir M. Macron s'exprimer une nouvelle fois devant 3 drapeaux. Alors le drapeau français, on va finir par le perdre, parce que ça va bientôt devenir une espèce de rassemblement de chiffons. Donc il y a le drapeau français, il y a le drapeau bleu aux étoiles, mais maintenant il y a un drapeau bleu et jaune qui est le drapeau de l'Ukraine. En fait, il aurait dû y ajouter le drapeau bleu avec, vous savez, l'espèce de boussole qui est le drapeau de l'OTAN. Il aurait pu y ajouter aussi le drapeau des États-Unis d'Amérique, qui sont quand même le grand donneur d'ordre en la matière. Donc finalement, bientôt, il va finir par parler devant une foule de drapeaux. Je rappelle quand même que la tradition mondiale, la tradition diplomatique mondiale, quand un chef d'État s'exprime dans son pays devant ses concitoyens, c'est qu'il parle devant le drapeau officiel du pays, point barre. Donc le drapeau européen et le drapeau ukrainien n'ont rien à faire là-dedans, si ce n'est que de participer en fait à une espèce de pièce de théâtre extrêmement calibrée, donc qui rend du coup les apitoiements sur le nombre de morts, etc., dans le conflit qui est en Ukraine, quelque peu factice. Alors entrons un petit peu dans le détail. M. Macron a commencé en y allant des trémolos, en parlant d'une guerre qui était inégalée depuis des décennies. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies... C'est faux. C'est totalement faux. S'agissant du continent européen, tout le monde sait ce qui s'est passé dans les années 90 en ex-Yougoslavie. Donc les conflits qu'il y a eu en ex-Yougoslavie, notamment en Bosnie, notamment à Sarajevo, etc., sont des conflits qui étaient extraordinairement importants et qui ont fait plus de morts pour l'instant que ce qui se passe depuis une semaine, semble-t-il, en Ukraine. J'ajoute d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Ukraine, que M. Macron aurait gagné en vérité en expliquant qu'il y avait quand même des milliers de morts qui existaient dans ce pays, qui avaient été créés dans ce pays depuis 8 ans, et dont la grande majorité se trouvait dans les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk dans le Donbass. C'est-à-dire des morts qui sont créés justement par le régime ukrainien que M. Macron, à l'évidence, défend bec et ongle. Le Donbass, et vous le disiez tout à l'heure, est bombardé par les forces ukrainiennes. Alors, depuis des années, c'est une forme de guerre civile qui est mise en place. 13 000 morts depuis 2014. 13 000 morts depuis 2014. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà. J'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images. J'ai un film là-dessus. C'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Au contraire. Et je ne défends pas Poutine. C'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position. Simplement. Ce que vous dites est factuel. Alors ensuite, poursuivant dans les coups de violon, M. Macron a commencé à parler de M. Zelensky, le président de l'Ukraine, que l'on nous présente dans la presse française comme un héros des temps modernes, et que M. Macron a qualifié de visage de l'honneur, de la liberté et de la bravoure. J'adresse au président Volodymyr Zelensky le soutien fraternel de la France. Il est aujourd'hui à la tête de son peuple si courageux, le visage de l'honneur, de la liberté, de la bravoure. Alors, bon, c'est pousser le bouchon un petit peu loin, parce qu'il faut quand même rappeler que M. Zelensky
n'est pas à commencer sa vie comme un amuseur public, à jouer dans des séries télévisées où il était un président de la République, justement, qui tirait dans le tas de politiciens corrompus. Donc c'était une espèce d'atavisme. Mais par ailleurs, M. Zelensky est de façon avérée un escroc et qui a des liens avec la pègre. Il a un ami qui s'appelle Seri Cherif qui a failli être assassiné dans des conditions rocambolesques par des réseaux mafieux. Il a détourné, d'après les organismes qui ont enquêté là-dessus, et qui, notamment des organismes de lutte contre la corruption en Ukraine, il aurait détourné 41 millions de dollars pour, à partir d'une société de production audiovisuelle, et qui aurait servi notamment à aller dans des paradis fiscaux, à Chypre, au Belize, l'ancien Honduras britannique qui est en Amérique centrale, et dans les îles Vierges britanniques. Son nom, d'ailleurs, si je vous dis ça, c'est que, d'abord, c'est que c'est de notoriété publique, si l'on veut bien s'informer un instant. Mais surtout, son nom est apparu dans le scandale dit des Pandora Papers. Et on s'est rendu compte à cette occasion, donc, qu'il y avait des choses très louches. Il a, semble-t-il, des propriétés immobilières de grand prix, notamment à Londres. On a appris également, toujours pour M. Zelensky, que c'est un proche de l'un des très grands oligarques ukrainiens, M. Kolomoïski, qui a été, lui, mêlé à des détournements de fonds tout à fait considérables, notamment avec une banque qui s'appelle la Privatbank, dont il aurait exfiltré, si j'ose dire, à son profit, quelque chose comme 5,5 milliards de dollars. Donc voilà, on est quand même dans ces histoires avec des représentants du grand banditisme. Lorsque je dis cela, je ne dis pas que M. Poutine et son entourage sont des enfants de cœur, hein, que l'on soit bien d'accord. Parce que malheureusement, on est dans un monde en France où si vous ne vous dites pas blanc, c'est que vous dites noir, ou réciproquement. C'est-à-dire que le principe même de la nuance, le principe de la recherche de la vérité en conscience, essayer de voir, de trier le bon grain de l'ivraie, et se rendre compte que finalement il n'y en a pas un pour racheter l'autre, et bien tout ceci, ce sont des sujets qui doivent échapper finalement à la connaissance du public. Il faut absolument raconter des histoires avec Poutine qui serait le grand méchant loup, une espèce d'ogre ambulant, tandis que Zelensky serait quelque chose qui serait parfait. Non, pas du tout. En fait, la pègre, la mafia, les réseaux mafieux dans beaucoup de pays de l'Est de façon générale, mais en Ukraine en particulier, sont extraordinairement développés. Ensuite, M. Macron a poursuivi en se félicitant que des organes de propagande russes en France avaient été fermés. Les organes de propagande russes viennent de cesser d'émettre en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'en prend à RT France et à Sputnik. Alors là, je suis ici tout à fait scandalisé, puisque je rappelle que RT France et Sputnik sont des organes de presse qui ont été autorisés par l'État, autorisé notamment par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est devenu maintenant l'ARCOR, et que si ces organes ne respectaient pas le cahier des charges qui leur était fait, à ce moment-là, elles pouvaient se voir fermer leur chaîne. Or, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, une Allemande qui n'a été élue par personne et qui, de sa propre initiative, a décidé que RT France, ou RT de façon générale, Russia Today et Sputnik seraient fermés dans toute l'Union européenne. Alors là, j'avoue que les bras m'en sont tombés. Parce que Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, n'a pas le pouvoir de prendre cette décision. Il s'agit d'une véritable forfaiture, il s'agit d'un coup de force contre la liberté de la presse et la liberté d'expression. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les traités européens, à aucun moment il n'est précisé que la Commission européenne en général et la présidente en particulier aient le pouvoir de faire fermer des organes de presse. Je rappelle d'ailleurs que RT en France, RT France et Sputnik France étaient des organes de presse français, avec des journalistes français. À RT France, je crois qu'ils avaient 170 Français ayant leur carte de journaliste, qui donc ont été fermés, chassés comme des malpropres du jour au lendemain, par une décision totalement illégale prise par Madame von der Leyen et qui s'est imposée aux Français et à la France tout simplement par Google et par YouTube qui, obéissant illico
à la déclaration de Mme von der Leyen, ont mis en œuvre ce qui avait été demandé, c'est-à-dire fermer ces organes de presse. C'est incroyable. Si vous y réfléchissez, c'est absolument incroyable parce que ça veut dire que la France a perdu dans cette histoire un principe fondamental, c'est son indépendance nationale d'une part, mais sa protection de la liberté d'expression. Il suffit maintenant que la présidente de la Commission européenne décide de faire fermer un organe de presse en France pour qu'on s'exécute, ou plus exactement pour que YouTube ou les réseaux sociaux s'exécutent, obéissent à Mme von der Leyen, sans même s'intéresser de savoir quelle sera la décision judiciaire en France. Alors, pour essayer de camoufler tout ça, on a eu une décision a posteriori qui a demandé effectivement la fermeture. Mais tout ça est absolument scandaleux. C'est encore plus scandaleux d'ailleurs que quiconque allait regarder RT France et Sputnik, ma foi, je suis désolé, ça n'était pas des organes de grande propagande. C'était des organes de propagande en ce sens que c'était d'un point de vue russe, mais réellement, il y avait quand même très peu de choses à redire. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait à redire? C'était des faits qui étaient présentés. Et il donnait la parole à des partisans comme à des critiques d'Emmanuel Macron et de la politique du gouvernement. Je le dis d'autant plus, d'ailleurs, que RT France, qui jadis m'invitait, ça faisait au moins 1 an et demi ou 2 ans qu'il m'avait très peu invité, d'ailleurs comme la plupart des responsables politiques français. Il les avait un peu tenus à distance. Donc il s'agit d'un véritable fait du prince absolument scandaleux et qui retire à la France le droit de parler de liberté, de pays de la liberté d'expression, comme d'ailleurs à l'Union européenne. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, lorsqu'il y a eu l'intervention scandaleuse américaine en Irak, lorsqu'il y a eu ces bombardements de l'Irak, un pays souverain, et que les États-Unis ont piétiné le droit international. Et là, ils n'y sont pas allés en donnant dans la dentelle, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais sauf erreur de ma part, on n'a pas interdit en France CNN. On n'a pas non plus interdit Al Jazeera. On n'a pas interdit donc CNN lorsqu'il s'est agi des exactions commises en Libye, en Syrie, en Afghanistan. Je voudrais d'ailleurs au passage attirer l'attention, mais je crois qu'ils n'ont pas besoin que je leur attire l'attention, parce que je sais, j'ai des amis journalistes, oui, j'ai des amis journalistes, et je sais que dans la profession, il y en a quand même qui commencent sacrément à tousser. Parce que c'est très gentil de se dire oui, mais c'était des organes russes. Mais peut-être qu'un jour, ça sera l'organe dans lequel travaillent les journalistes français, qui aura eu le malheur de ne pas plaire à tel ou tel oligarque français, ou le malheur de déplaire à la présidente de la Commission européenne de nationalité allemande ou de nationalité je sais pas quoi, et qui d'un seul coup perdront leur emploi sans autre forme de procès. Honnêtement, c'est d'une gravité exceptionnelle. Et j'avoue que venant d'une France où la liberté d'expression était vraiment réelle, je me rappelle les années 70 ou 80 du XXe siècle, de telles décisions eussent été absolument inconcevable. Inconcevable. On aurait vu protester toutes les consciences morales autoproclamées, notamment de la gauche française, qui seraient montées au créneau en hurlant à la censure, et ils auraient eu raison. Puisqu'on en est à parler de la liberté d'expression, j'aurais bien aimé, moi, que M. Macron donne son sentiment sur cette espèce de chasse aux sorcières honteuse, en fait, qu'il y a maintenant dans les pays occidentaux, aux États-Unis, mais également en France, en Italie, contre des artistes qui ont le malheur d'avoir été amis avec Poutine. Je pense notamment au grand chef d'orchestre Valéry Gergiev, qui est un chef d'orchestre russe, qui passe le plus clair de son temps d'ailleurs en dehors de la Russie. Il travaille notamment à la Scala de Milan. Il devait donner des représentations au Carnegie Hall à New York. Il devait également donner des représentations à Paris, etc. Eh bien, parce que ce Valéry Gergiev a le malheur d'avoir été vu en train de serrer la main de Vladimir Poutine ou de faire partie de ses proches, eh bien, ipso facto, voici qu'il est remercié, chassé de son emploi. C'est quand même absolument dingue. C'est d'autant plus dingue que ça n'est pas le seul cas, puisqu'on apprend ce soir qu'il y a une cantatrice russe qui s'appelle Anna Netrebko, et qui, elle est sommée aussi. Alors, elle ne connaît pas spécialement Poutine, hein. Elle est simplement russe, et elle est sommée
de prendre parti contre son président, le président Poutine, contre la Russie dans cette affaire d'Ukraine. Sinon, elle dégage, elle ne pourra plus chanter. Mais enfin, c'est extraordinairement attentatoire à la liberté de pensée personnelle. Elle ne demande rien d'autre, cette chanteuse, que de chanter. C'est honteux, absolument honteux. Après ça, M. Macron nous a expliqué qu'il allait combattre les fake news. Et il a dit qu'il avait lu ici ou là, peut-être qu'il a regardé ma vidéo, la première vidéo que j'ai faite et qui, au bout de 4 jours et demi de mise en ligne, en est déjà à 700 000 vues sur YouTube, ce qui montre qu'il y a une véritable demande des Français d'avoir une vision quand même moins caricaturale et moins propagandiste que ce que l'on nous sert dans les grands médias. Eh bien, M. Macron nous a dit que c'était pas vrai, que c'était pas de la faute de l'OTAN, que l'OTAN n'avait pas de base militaire en Ukraine. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de base de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais dit que l'OTAN avait des bases militaires en Ukraine. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que l'OTAN a bien l'objectif d'installer, le moment venu, des bases militaires en Ukraine. De la même façon que l'OTAN a installé des bases militaires, soit l'OTAN, soit les États-Unis, soit les deux, ont installé des bases militaires en Estonie, où d'ailleurs les Français sont présents avec 300 soldats, des chars Leclerc, des engins blindés, sans qu'on ait jamais demandé d'ailleurs au peuple français son avis sur ce qu'il pensait que nous envoyions du matériel militaire et des soldats à 250 km de Saint-Pétersbourg. Mais il y a également des bases militaires en Lettonie, en Lituanie, en Pologne. Il y en a également en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie. OTAN ou États-Unis. Donc, lorsque M. Macron prend fait et cause en disant « c'est honteux, il n'y a pas de base militaire en Ukraine », etc., oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de base militaire en Ukraine, mais tout donne à penser que c'est bien l'objectif final recherché par les États-Unis d'Amérique. De la même façon, M. Macron, en jouant comme ça les vertus indignées, en prenant comme s'il était scandalisé, a dit que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de nazis. Cette guerre est encore moins, comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser, une lutte contre le nazisme. C'est un mensonge. Il n'y a pas de nazis, M. Macron, en Ukraine. Mais allez regarder tout simplement TF1. TF1 qui a fait un débunkage il y a quelques jours qui est assez extraordinaire, puisque à lire le titre, on a l'impression, ils disent l'extrême droite en France dénonce la présence de néo-nazis en Ukraine, que faut-il y voir? Donc a priori, on a l'impression que ça va être débunké, comme on dit. Et puis quand vous lisez l'article, vous apercevez qu'en fait c'est confirmé. C'est confirmé. Il y a en Ukraine des partis qui flirtent avec le néonazisme. Je pense au parti Svoboda, qui veut dire liberté, c'est un peu un oxymore. Je pense au parti qui s'appelle Pravi Sector, ce qui veut dire secteur droit. Je pense surtout au régiment Azov. J'y ai consacré d'ailleurs une série de tweets récemment. Dans le régiment Azov, d'après le débunkage de TF1, il y aurait seulement 20% des soldats qui seraient néo-nazis. Il paraît que c'est formidable, ça serait très bien. J'ajoute que d'ailleurs, ça n'est pas le seul cas. Il faudrait que M. Macron nous dise ce qu'il pense, par exemple, de cette couverture du Times of Israel, qui s'était indigné il y a en 2016 de cette photo que vous voyez dans un centre commercial de Kiev, où l'on voit, à l'occasion d'une parade commerciale, un drapeau nazi, mais géant, du style 4 mètres par 3, qui trône au milieu d'un escalier public. J'aimerais que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. J'aimerais que M. Macron nous dise ce qu'il pense du fait que l'avenue de Moscou à Kiev a été rebaptisée il y a un an ou deux, a été rebaptisée avenue Stepan Bandera. Stepan Bandera, c'était le chef des collabos ukrainiens avec les nazis. Il était membre de la Wehrmacht et il a organisé avec des soldats ukrainiens, il a organisé, et avec les nazis, les fameuses et atroces Einsatzgruppen, qui sont ces commandos avant la création des camps de la mort. Les nazis, notamment à l'Est, notamment en Ukraine, avaient créé des Einsatzkommandos, notamment du côté de Lvov,
où ils ont assassiné, c'était des assassinats de masse, avec des armes à feu, devant des tranchées qui servaient de charniers. Il y a eu des milliers de juifs qui ont été assassinés de cette façon. Alors j'aimerais savoir ce que M. Macron pense du fait que le gouvernement de Kiev a donné le nom d'une des très grandes avenues de la capitale à l'auteur de pareils crimes contre l'humanité. Voilà. Qu'est-ce qu'il dirait si en France on débaptisait, je ne sais pas moi, le boulevard de Sébastopol pour l'appeler le boulevard Marcel Déat, par exemple. Qu'est-ce qu'on en penserait? Alors, ensuite, M. Macron nous a dit qu'il se battait néanmoins pour obtenir l'arrêt des combats. Nous continuons et continuerons un travail acharné afin de conduire sur tous les continents les nations à condamner l'invasion, à exiger le cessez-le-feu et le respect des opérations humanitaires sur le sol ukrainien. Mais comment peut-il dire qu'il se bat pour obtenir l'arrêt des combats alors même qu'il est dans une Union européenne qui a pris la décision, là aussi au niveau de la Commission européenne d'ailleurs, de fournir des armes à l'un des belligérants? On a appris que Mme von der Leyen, flanquée de Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères, entre guillemets, de l'Union européenne, ils ont annoncé tous les deux que l'Union européenne allait acheter pour 450 millions d'euros d'armes qu'ils allaient transmettre aux résistants ukrainiens. Alors moi, j'aimerais savoir, d'abord, c'est la première fois que ça se passe. Je n'ai jamais vu, d'ailleurs, que la Commission européenne avait fait ça. Deuxièmement, ça ne figure dans aucun article des traités. Il n'y a aucun article des traités qui dise que la Commission européenne a le droit d'acheter des armes à feu pour le donner à l'un des belligérants dans un conflit extérieur. Troisièmement, j'avais cru comprendre, moi, que la construction européenne était une œuvre de paix et que l'objectif était d'essayer de parvenir à la paix, et que pour parvenir à la paix, il fallait justement bannir les armements et développer le dialogue et développer le commerce. C'est quand même ce qu'on nous explique depuis depuis le berceau. On nous a expliqué que pour surmonter l'antagonisme traditionnel entre la France et l'Allemagne, il n'y avait rien de mieux que d'avoir mis ces deux puissances dans une organisation avec un marché commun et où on discuterait de la taille des sièges de tracteurs ou bien de l'interdiction de tel ou tel, produit phytosanitaire, et comme par miracle, eh bien ceci aboutirait à la paix. Alors, si les gens qui croient dans cette construction européenne et dans ses effets pacifiques l'y croient vraiment, loin d'envoyer des armes à l'Ukraine, on devrait au contraire faire entrer dans l'Union européenne, proposer d'entrer dans l'Union européenne, non pas d'abord l'Ukraine, mais d'abord la Russie. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais proposé d'ailleurs d'entrer dans l'Union européenne à la Russie? Parce que je renvoie à mes analyses depuis 15 ans. J'explique en fait que la construction européenne est le faux-nez des intérêts géopolitiques américains en Europe. Sixième point, je vois que M. Macron verse des larmes de crocodile sur les conséquences économiques auxquelles il fallait s'attendre, qu'on allait souffrir, qu'on allait avoir des difficultés d'approvisionnement énergétique, qu'on allait avoir des difficultés d'approvisionnement peut-être en produits agroalimentaires, que ceci allait nous coûter de l'argent, que nous allions manquer peut-être de matières premières. Et donc il a voulu adopter un ton churchillien, mais un ton de Churchill revu et corrigé par le théâtre des variétés, ou bien Bobino, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait artificiel. Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir, soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Ce que je trouve quand même incroyable dans cette histoire, c'est que M. Macron élude toute responsabilité. Les conséquences économiques, elles ne tombent pas du ciel. Elles tombent des mesures prises par la Commission européenne et par la France. Le pire, c'est que les sanctions qui sont prises par l'Union européenne
et par la France à l'encontre de la Russie tombe à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 22 ans, depuis 2000. Il y a eu un petit interlude où il a cédé la présidence à Dimitri Medvedev pour des questions institutionnelles à l'époque, qui ont ensuite été réglées. En fait, c'était lui quand même qui dirigeait le pays. Donc on peut dire que M. Poutine dirige la Russie depuis 22 ans. Il va avoir d'ailleurs 70 ans. Bon. C'est un joueur d'échecs. Personne ne nie que c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui est un joueur d'échecs, intelligent, au pouvoir depuis 22 ans, ne se lance pas dans ce qu'il a fait, qui est une violation du droit international public. Je l'ai déjà dit 10 fois, je le répète une 11e fois, si nécessaire, pour qu'on ne me fasse pas un faux procès d'intention. J'ai condamné, parmi les premiers d'ailleurs, l'intervention militaire russe en Ukraine. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'être lucide et de dire que M. Poutine n'est pas du tout un fou, ni un nouvel Hitler, ni un dingue comme la propagande essaie de nous le faire croire. C'est au contraire quelqu'un d'intelligent et qui a prévu, qui a 2, 3, 4, 5 coups d'avance comme tout bon joueur d'échecs. Donc les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne et par la France sont en train très rapidement de se retourner contre nous. J'en prendrai 2 exemples essentiels. Premièrement, c'est l'affaire de Nord Stream 2. L'Allemagne a dit que pour l'instant c'était à l'arrêt. Ça peut être à l'arrêt pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et puis quand on sera revenu à meilleure fortune, et progressivement peut-être que l'Allemagne reviendra vers de meilleures dispositions. Puisque je rappelle quand même que l'Europe en général et l'Allemagne en particulier sont dépendantes pour les livraisons de gaz à 55-60% du gaz russe. Donc si on se dispense du gaz russe, il faudra trouver le gaz ailleurs. Or, comme l'émirat du Qatar actuellement n'a pas de capacité de production supplémentaire, tout est vendu, il a déjà des contrats. Comme d'ailleurs, personnellement, je ne pense pas qu'il soit particulièrement souhaitable de fricoter avec l'émirat du Qatar qui finance le terrorisme islamiste et les mosquées salafistes. C'est quand même un peu incroyable que l'on vous préférerait traiter avec cet émirat plutôt qu'avec la Russie, parce qu'au moins, sur ces questions de terrorisme islamiste, force est de reconnaître que c'est quand même la Russie qui a écrasé Daesh. Faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'émirat du Qatar ou avec l'Arabie saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Non, ça n'est pas vrai. Ça, Monsieur Poutou, vous pouvez reprendre les éléments de langage de certains autres, mais vous aurez noté ce soir qu'il y a des vrais désaccords avec certains. Mais sur le Qatar et l'Arabie saoudite, je n'aurai aucune complaisance. Ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas l'émirat du Qatar, il faudra se tourner peut-être vers le GNL produit par les États-Unis, peut-être avec du gaz à base de fragmentation du gaz de schiste, extraordinairement polluant d'ailleurs contre l'environnement. En attendant, on a à la télévision française, on nous explique que voilà, c'est un coup dur pour la Russie. Mais non! On a appris aujourd'hui même que la Russie vient de signer avec la Chine un contrat pour la construction d'un gazoduc géant, le gazoduc Soyouz Vostok. Soyouz Vostok, ça veut dire union en russe. Soyouz Vostok, ça veut dire l'Orient. C'est-à-dire un gazoduc qui va pouvoir livrer 50 milliards de mètres cubes, 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an à la Chine via la Mongolie. Sachant qu'il y avait déjà des contrats qui étaient à partir des réserves d'Extrême-Orient. Et ce qui est le plus important dans ce Soyouz Vostok, c'est que ces 50 milliards de mètres cubes viendraient de champs de gaz qui servent actuellement à approvisionner le marché européen. C'est que contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, Poutine a déjà prévu le coup d'après. Et donc, si l'Occident ne veut plus lui acheter du gaz, très bien, eh bien il le vendra à la Chine. Deuxième exemple, on a appris ces jours-ci que l'Allemagne refusait que l'on interdise l'accès de la Russie au réseau SWIFT, mais quand même,
Et après de nombreuses négociations, il a été décidé de pénaliser 7 banques russes en leur interdisant d'avoir recours à ce réseau de transactions interbancaires internationales, SWIFT, qui est sous domination du dollar et domination des États-Unis. Donc, comme si ça allait étrangler l'économie russe. Plusieurs grandes banques russes ont été exclues des systèmes de paiement internationaux, rendant impossible nombre de transactions et entraînant la chute du rouble. Eh bien, on apprend ces jours-ci aussi que de plus en plus de banques russes, que de plus en plus d'acteurs économiques russes, en fait, ont déjà remplacé le réseau SWIFT par son nouveau concurrent, le réseau CIPS, le concurrent chinois, avec des transactions qui sont en yuan ou en rouble. Ce qui est très important et très grave, parce que ça paraît complexe et technique pour les gens qui ne connaissent pas ça, mais si le réseau CIPS succède et supplante progressivement le réseau SWIFT dans la moitié du monde, ça veut dire que c'est une partie importante de l'hégémonie occidentale et notamment de son hégémonie financière qui commence à être battue en brèche. En termes de conséquences, ce sont des conséquences terribles en fait pour l'Occident. Troisième preuve également que M. Macron n'a pas dit, on nous a expliqué que d'un seul coup, l'Europe avait fermé son ciel aux compagnies aériennes russes et donc que les Russes ne pouvaient plus survoler la plupart des pays de l'Union européenne, pratiquement tous, je crois, et donc que c'était formidable. Voilà. Sauf que ce que l'on oublie de préciser, c'est la conséquence. La conséquence, c'est que la Russie a immédiatement fait pareil avec les compagnies aériennes des pays de l'Union européenne, notamment les compagnies françaises, allemandes, espagnoles, etc., etc. Le résultat des courses, c'est que lorsque vous regardez une carte des vols entre l'Europe et l'Extrême-Orient, eh bien, vous vous apercevez que par la voie orthodromique, comme on dit, c'est-à-dire la ligne la plus courte, celle qui passe au-dessus de la Sibérie, eh bien, il n'y a plus aucune compagnie européenne. Eh bien, il n'y a plus que des compagnies asiatiques, c'est-à-dire les compagnies chinoises, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, et puis les compagnies japonaises, notamment All Nippon Airways et Japan Airlines. Parce que ces pays, eux, n'ont pas proclamé la fermeture de leur espace aérien à la Russie. Donc, les compagnies aériennes émanant de ces pays peuvent continuer à survoler la Russie et peuvent continuer aussi à survoler les pays occidentaux. Alors, le résultat des courses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, comme maintenant il y a eu des progrès dans l'aviation, on n'est plus obligé de passer par l'Alaska et par Anchorage, mais on est obligé de faire un détour de 2h30, 3 heures et de passer par la Turquie, puis l'Asie centrale, ou survoler au-dessus comment dirais-je, de la Chine pour arriver à Pékin. C'est un coût qui est considérable puisqu'il faut compter à peu près $200 de surcoût pour une minute de vol. Donc si vous rajoutez 2h30 de vol supplémentaires, vous voyez ce que ça représente et qui vient grever les finances des compagnies aériennes européennes. Le 7e point, M. Macron nous dit que la France poursuivra sa stratégie d'indépendance. Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidé dès 2017 et poursuivra sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie, sa recherche, son innovation, déjà renforcée à la lumière de la pandémie. Bon, préfère ne même pas commenter. Ce qui est très très grave, c'est que, au contraire, ce que nous montrent les événements depuis une semaine, eh bien, c'est que la France est ligotée par son appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN. Nous risquons d'être entraînés vers un conflit planétaire majeur, en tout cas vers un conflit frontal avec la Russie, qui est quand même la deuxième puissance militaire mondiale et la première puissance nucléaire. Nous risquons d'y être entraînés, pas par inadvertance, mais par un engrenage fatal auquel on ne peut pas se soustraire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur une émission de la télévision. J'ai dit nous ne sommes pas en 1938-39 parce que les comparaisons entre Poutine et Hitler sont complètement fallacieuses. Poutine n'est pas un nouvel Hitler. Poutine ne prétend pas s'attaquer aux pays de l'OTAN. Poutine entend simplement, si j'ose dire, faire respecter la protection de la Russie en empêchant l'OTAN de s'installer en Ukraine. Mais
Il se trouve que par notre appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, nous risquons donc d'être entraînés dans un conflit terrible avec la Russie. Et ça, c'est le jeu des alliances automatiques de 1914. Donc ça n'est pas 1939 la bonne comparaison, c'est 1914. Je précise d'ailleurs au passage que vous avez vu que M. Macron nous a fait du en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois en décrivant Vladimir Poutine comme quelqu'un d'absolument terrible et qui serait le seul et unique responsable, ce qui est faux. Les responsabilités sont partagées parce que ça fait depuis 8 ans depuis les accords de Minsk que les autorités de Kiev bombardent régulièrement les provinces du Donbass, des républiques de Donetsk et de Lugansk. Ça fait 8 ans que Vladimir Poutine demande qu'il y ait un respect des accords de Minsk qui avait prévu que le gouvernement de Kiev respectait l'autonomie et respectait la langue russe dans ces provinces. Ça fait 8 ans que ça n'est pas le cas. Et ça fait plusieurs mois que Vladimir Poutine propose aux Occidentaux un plan de règlement qui assure la sécurité du continent et notamment la sécurité de la Russie. J'aurais aimé d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il pensait de l'affaire des missiles de Cuba en 1961-62. J'ai déjà eu là aussi l'occasion de parler de cela. Lorsque Khrouchtchev, en 1962, a installé des missiles à Cuba, Cuba était une île souveraine et indépendante. Mais néanmoins, le président Kennedy a mis en demeure la Russie de retirer en quelques jours ses missiles, sinon il déclenchait le feu nucléaire. C'était une troisième guerre qui eût pu mener la planète à une apocalypse nucléaire. Et De Gaulle, qui pourtant prenait ses distances avec les États-Unis d'Amérique pour faire prévaloir une France souveraine et indépendante, avait donné raison à Kennedy, et il avait eu raison. De la même façon que moi, si demain il y avait l'installation de bases russes le long de la frontière entre le Mexique et le Rio Grande côté mexicain, et que l'on installait des bases russes à quelques kilomètres de la Californie, de l'Arizona ou du Texas, je serais le premier à m'en scandaliser et à exiger que la Russie retire ses billes. Moi, je voudrais que M. Macron nous dise cela. C'est ça que je voudrais que Macron nous dise. Or, il ne le dit pas. De la même façon que lorsqu'il parle des morts à Kiev ou à Kharkov, en présentant d'une façon quand même dramatique. Bien sûr que ce sont des événements dramatiques, ça je suis d'accord. Mais M. Macron aurait été plus proche de la réalité, de la vérité, s'il avait dit la vérité. Or, la vérité, c'est qu'après 7 jours de guerre, le nombre de morts civiles, dès qu'il y a un mort, c'est évidemment épouvantable, mais quand même, le nombre de morts civiles a l'air de se chiffrer en unités. Mais quand les États-Unis sont intervenus en Irak, et que les États-Unis sont intervenus avec leur principe qui est qu'il ne doit pas y avoir un seul boy qui décède, donc ils n'interviennent pas au sol comme le font les Russes, ils interviennent à 10 km d'altitude. Et ils font des tapis de bombes, carpet bombing. Toutes les données les plus sérieuses des organisations non gouvernementales qui ont étudié sont parvenues à la conclusion que sur la guerre en Irak, guerre illégale, l'intervention américaine a provoqué au minimum 800 à 900 000 et plus vraisemblablement 1 200 000 morts civiles. On aurait aimé que M. Macron le dise et dise qu'on ne peut pas faire du deux poids deux mesures constamment dans la politique internationale, sinon on perd tout crédit. En conclusion, M. Macron nous avait annoncé on allait avoir, paraît-il, des décisions historiques, mais alors quelque chose d'extraordinaire. On les attend encore. Plus exactement, la décision historique en question, c'est tout simplement que le 10 et le 11 mars, donc dans une semaine, eh bien, M. Macron, le président de la République française, en fin de mandat, va réunir un sommet des chefs d'État et de gouvernement en France pour essayer d'avancer sur l'Europe de la défense. Alors c'est une vieille lune, l'Europe de la défense. On sait très bien ce qu'il faut en penser. On sait très bien les obstacles insurmontables qui existent entre les différents intervenants. Mais Macron fait ça pourquoi ? Il fait ça évidemment à des fins de gesticulation politique. Parce que l'on peut faire confiance
à nos grands médias pour présenter Macron comme étant le Deus ex machina, comme on dit, c'est-à-dire le grand artisan des efforts de paix vis-à-vis de l'Ukraine et celui qui organise une Europe mieux unie. Voilà l'objectif final recherché par le président de la République dans toute cette affaire. Moi, je trouve qu'il aurait été plus conforme à la dignité du président de la République française de faire un discours moins long et de dire qu'au passage qu'il était candidat à l'élection présidentielle et que c'était ça qu'il devait dire aux Français. Moyennant quoi, en prenant la posture toutes les semaines du chef de guerre comme s'il y était pour quelque chose, alors qu'en fait tout le monde sait que toutes ces décisions seront prises en fait au plus haut niveau, c'est-à-dire entre le président des États-Unis, Joe Biden, et puis Vladimir Poutine, et que le reste, c'est un peu des fioritures, eh bien, M. Macron aurait été plus franc du collier s'il nous l'avait dit, s'il nous avait dit qu'en fait, il souhaitait tout simplement briguer un deuxième mandat auprès des Français, auquel cas, évidemment, nous nous serions opposés. Parce que je voudrais terminer cette analyse par cette affirmation. Je ne veux pas personnellement, et je pense que des millions de Français sont comme moi, je ne veux pas qu'à la faveur de ces événements tragiques qui se passent à l'autre bout de notre continent européen, je ne veux pas qu'à la faveur de ces événements, à la faveur d'une presse qui dresse un dithyrambe toute la journée des actions de Macron, eh bien, je ne veux pas que les Français oublient que le quinquennat de Macron qui s'achève a été celui des éborgnés, des mutilés, des répressions tous azimuts de toutes les manifestations, de la destruction d'un certain nombre d'acquis sociaux, de la destruction d'un certain nombre d'entreprises publiques, de la destruction de l'image de la France dans le monde avec des échecs diplomatiques sans nom, un peu partout et sur tous les continents. Je ne veux pas que les Français oublient les attaques constantes contre les libertés publiques qui ont été faites par Macron au cours de ce quinquennat. Je ne veux pas que les Français oublient, parce qu'on va finir par l'oublier, que nous sommes théoriquement encore dans une pandémie tellement épouvantable qu'elle nous force à porter des masques dans les établissements fermés, mais surtout qu'elle fait une distinction, un véritable apartheid entre les Français, entre ceux qui sont triple vaccinés et ceux qui ne le sont pas. L'affaire ukrainienne a cette conséquence assez extraordinaire que d'un seul coup, plus personne, et Macron le premier, plus personne ne parle de la Covid-19. Ce qui met quand même un peu la puce à l'oreille quant aux mesures restrictives de liberté et à leurs fondements qui ont été imposés par Emmanuel Macron, qui sont toujours en vigueur, notamment avec le pass vaccinal, alors même que dans la quasi-totalité des autres pays du monde, ça a été abandonné. Voilà. Je ne veux pas que, sous des coups émotionnels cyniques, les Français se laissent abuser, et je ne veux pas que les Français reconduisent Macron pour 5 ans, parce que ça nous ferait 10 ans de Macron. Vous voulez vraiment 10 ans de Macron ? Moi, non. Vive la République et vive la France. Bon, vous avez compris, Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses, il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons 0 € d'endettement. Nous comptons rester avec 0 € d'endettement, donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent, je le dis carrément comme tout le monde, on a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà, on a mis un compteur, maintenant c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à 2/3 de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en payez un. Merci d'y songer, il s'agit de la France. À bientôt.